Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T. Vous savez, Culture T, c'est toutes les 2 semaines une ville de France que l'on découvre à travers ses artistes. Cette semaine, c'est pas une ville que je vous propose, mais tout simplement le monde entier. Enfin, on va essayer. Avec ces artistes connus, reconnus, bien au-delà de nos frontières. Tout de suite, le sommaire de votre émission. L'incontournable de ce Culture T, c'est Bob Sinclar. Le DJ est synonyme de fête, de bonne humeur. Il est réputé et reconnu dans le monde entier. Nous sommes allés à sa rencontre pour la sortie de son nouvel album. Xavier Demestre, harpiste mondialement connu, il passe son temps et vit à l'étranger. Il est revenu quelques jours en France pour des représentations. On a eu la chance de le rencontrer. Tahiti 80, le groupe de pop fait des ravages au Japon, mais un petit peu moins en France. Nous sommes allés à leur rencontre lors d'un concert à La Cigale. Mais tout de suite, c'est l'édito de votre émission. Nous sommes allés à la rencontre de Tintin. Tintin le tatoueur, ils n'ont pas exactement la même houppette. Tintin est reconnu depuis de nombreuses années pour son art du tatouage. Il a su renouveler le tatouage. Il nous explique tout ça. Il signe tout simplement l'édito de cette émission. Quel plaisir j'ai aujourd'hui encore à tatouer. Alors ça, c'est une belle question. Et ben, ce plaisir-là, de faire des jolis dessins, comme un enfant, quel plaisir il a à dessiner. Ben voilà, quand on aime faire des dessins ou de la peinture, ben voilà, moi, mon médium, c'est le tatouage. Et j'ai ce plaisir-là, fort heureusement, tous les matins, être content de venir travailler. Parce que j'aime bien faire des tatouages, en fait. Dès que j'ai vu un joli tatouage professionnel, j'ai eu envie d'en faire sur moi. Et dès que je m'en suis fait faire sur moi, j'ai eu envie d'attraper la machine pour en faire moi-même. Et c'est tellement une évidence que c'est ce que j'allais faire jusqu'à la fin de mes jours que je me suis jamais vraiment posé la question. Et effectivement, je fais ça depuis quelques années, vu que ça fait presque 30 ans que je fais ça. Donc, ça fait quelques années. À l'époque, quand j'ai commencé, c'était plus des voyous, des rockers qui devenaient tatoueurs, qui ne m'empêchaient pas de l'être à l'époque, mais comme je n'ai pas été formé ni apprenti chez un tatoueur, donc je hantais les libraires, les bookshops pour trouver de l'inspiration et des modèles. Et voilà, comme dans toute histoire de l'art, on s'inspire de ce qui a été fait auparavant. Et donc moi, j'ai commencé à faire du tatouage et dès mes débuts, je me suis mis sans aucune peur. Peut-être bien naïvement, mais enfin c'est ce qui m'a démarqué des autres tout de suite. Je faisais des portraits, j'ai reproduit du Michel-Ange, du Raphaël, des pin-ups. Et après, voilà, j'ai peut-être mis en place un style qui a été moult fois, pour pas dire copié, mais qui a inspiré d'autres tatoueurs. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu connu. Ça s'est un peu embourgeagé puisqu'il y a certains bourgeois qui se sont appropriés. Mais ça ne veut pas dire qu'il a quitté les rangs des punks et autres personnages de gang. Donc voilà, il y a plein de gangs qui se font encore tatouer, mais il y a aussi les chanteurs, les avocats, les hommes politiques, les couturiers. Là. Donc ça appartient à tout le monde. Comme voilà, chez le boulanger, il y a le flic et le voyou, ils achètent tous les deux leur pain. Donc voilà, le tatoueur c'est un petit peu pareil. Si je vous dis simplement Bob Sinclar, votre rythme cardiaque s'accélère, vos jambes ont la bougeotte, vous avez envie de danser et de chanter, c'est bien normal. Le DJ français enflamme les dance floors du monde entier depuis maintenant plusieurs années. Entre 2 mix et 2 avions, nous sommes allés à sa rencontre. C'est l'incontournable de ce Culture T sans frontières. Bob, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Culture T. Merci de nous accueillir merci. Dans ce lieu qui est un lieu de perdition au niveau de ta créativité. Ouais, c'est vrai que je me suis perdu là. Ici tu vois, il n'y a pas de fenêtre. Donc en fait, il n'y a pas de notion de temps. Donc c'est vrai qu'on peut rester des jours entiers ici sans s'apercevoir de quoi que ce soit. Mais ici, tu vois, tu as 35 000 vinyles autour de toi et c'est un peu mon repère de création. Qu'est-ce qui reste du petit gamin qui, en 1978, quelle chance, est allé faire l'inauguration de la Coupe du Monde en Argentine? C'est pas mal ça, hein. C'est drôle que tu sois au courant de ça. C'est fabuleux. Parce que on a été sélectionné par la mairie de Paris, à l'époque j'étais en poussin, et on était donc 7 petits garçons, on avait 9 ans à partir en Argentine pour la Coupe du Monde. Et
on est parti rejoindre Raymond Coppa, Pierre Cangioni et puis toute l'équipe de France avec Michel Platini, il y avait Gérard Janvion, Jean-Paul Bertrand de Man, Olivier Rouillet, voilà, toute cette super équipe de l'époque. Moi j'étais un fou de football et j'ai toujours été un fou de sport en général. Mais c'était prédestiné finalement. Tu étais prêt pour voyager, Ah, traverser les frontières. Les cheveux longs à l'italienne. Oui, j'étais. Je voulais être sportif professionnel. Évidemment, à 9 ans, tu vois, la musique te prend pas encore, mais je voulais être footballeur. Alors j'étais un peu petit, physiquement j'étais un peu faible. Alors, ensuite, je me suis mis au tennis. Il y a beaucoup d'ailleurs de tennisman qui ont voulu être ou de footballeur avant, ou je sais pas, c'est des sports. Quand on est jeune, on aime bien ces deux sports-là, et donc je voulais faire ça ou ça, mais voilà, j'avais pas le talent. Donc à 16-17 ans, d'un coup j'ai écouté Radio Nova, Dynasty, et d'un coup ça m'a révolutionné mon corps tout entier. Tu te rappelles des premiers vinyles, non pas que tu écoutais, que tu achetais, mais qui t'ont servi à commencer à faire du mix, à retravailler de la musique? Bah, au départ, moi, enfin, mon processus ça a été, j'ai vu un DJ. Je commençais à sortir dans les clubs vers 17 ans, 18 ans au Palace. Donc voilà, c'était l'arrivée du rap. Il y avait en même temps de la house aussi, donc les DJ passaient un peu de tout. Et il y avait cette technique de mix, la musique était très dynamique. Et puis, je sais pas, ça a complètement révolutionné mon esprit, quoi. Je te dis, j'écoutais Dynasty, ces techniques de scratch, le rap français aussi arrivé au même moment, où il y avait NTM, Assassin, tout ça. Bon voilà, ça faisait des mixtapes. Il y a eu une espèce de révolution artistique comme ça en France. Et je peux pas dire, je me suis pas dit un jour je vais faire des mix. Je me suis dit tiens, j'aime bien ce son-là. Ah bon, ça existe qu'en vinyle. Bon bah je vais acheter un vinyle. Ensuite 2 vinyles, 3 vinyles. Tiens, pourquoi pas je vais demander à Noël des platines. Et puis je me faisais mes cassettes mes propres cassettes pour aller à l'école. Enfin, il n'y avait aucun exemple. Enfin, il y avait rien qui pouvait me dire qu'il y avait une espèce de lueur pour faire une carrière ou quoi que ce soit. Là, je parle des tout débuts. Et puis petit à petit, ensuite, j'ai voulu faire partager ma musique, donc jouer devant des gens. Puis pourquoi pas créer cette musique. Donc j'ai acheté un sampler. Enfin, il y a eu un processus assez long dans tout ça, 4 ou 5 ans. Mais ça a été assez rapide. Mais je me suis passionné par ce son-là. Parfois, il y a des journées ou des rencontres qui marquent notre vie et on se dit, voilà, finalement, la lueur, je l'ai eu là, à ce moment-là, et je me suis dit, bah, finalement, oui, c'est ma destinée, il faut que j'aille là-dedans. Tu te souviens de ça, toi? J'ai pas eu un moment où je me suis dit la lueur, mais c'est surtout la musique m'a pris physiquement. Je veux dire, je la ressens physiquement. C'est une émotion assez difficile à exprimer avec des mots. Il y avait un vrai lien comme le sportif que tu voulais exactement, être. Exactement. Il y avait cette sensation, ce frisson que tu as quand tu écoutes de la musique ou quand tu joues, que tu marques un beau point, un joli but. Voilà, tout ça est très artistique, mais je peux pas te dire pourquoi cette musique m'a choisi en fait. Et ça me donnait tellement de bonheur que je ne pouvais pas faire autre chose. Quand j'ai dit à ma mère, j'ai eu mon bac, j'ai fait un bac +2. Quand je lui ai dit, écoute, c'est ça que je veux faire, je peux rien faire d'autre. Je veux créer des sons, je veux essayer d'en faire mon métier, je ne sais pas où je vais, mais je veux le faire. Lorsque tu fais danser des dizaines au début, aujourd'hui des milliers de personnes, du pur live, quel est le sentiment? Je sais pas, tu as un sentiment de grandeur absolue? Non, c'est pas aussi mégalo que ça. Non, bah, quand même, c'est extraordinaire. C'est de l'adrénaline, c'est pure adrénaline. C'est la même chose qu'un sportif, encore une fois, quand tu maîtrises ton art, que ce soit le tennis ou le football, et que tu as des gens, voilà, des milliers de gens qui te regardent, où tu es transcendé par l'énergie qui se passe dans ce stade, c'est exactement la même chose. Moi, je connais mon métier parfaitement. Je connais mes disques sur le bout des doigts et à la mesure près, je veux dire, tout est très calculé, c'est presque une partition. Évidemment, il y a un peu d'improvisation en fonction des gens que tu as devant toi. Si tu vas à Ibiza, évidemment, tu pourras être beaucoup plus pointu que si tu joues dans le centre de la France où les gens s'attendent à voir que tes tubes. Mais c'est une émotion, un partage d'énergie, une communication qui, je pense, ne peut être que comprise que par un chanteur ou un musicien. Tu comprends? Je pense que c'est la même sensation. Mais ça veut dire que par moment, tu sais qu'à presque cette seconde-là, tu vas enflammer tout le monde. Bien sûr, évidemment. Parce que tout n'est qu'énergie. Donc, là où tu reconnais un bon DJ, c'est quand il joue avec l'énergie des gens. Tu ne peux pas jouer une énergie de bonheur du début jusqu'à la fin de ton set. C'est-à-dire l'énergie de bonheur qui est générée par un tube. C'est un tube que les gens connaissent, donc c'est la joie. Donc il faut que tu passes par des moments d'ennui, des moments presque très agressifs, des moments de guerre, des moments de méchanceté, pour revenir sur ce moment de bonheur. Qui ne peut être que sur 3 heures, que peut-être 6 ou 7 fois,
Mais c'est cette énergie où peut-être faut choisir ces moments stratégiques au début, au milieu, à la fin, tu vois, pour laisser toujours l'impact du début, le milieu pour pas faire qu'il s'en aille, et ensuite la fin pour dire ah bah voilà, on a passé une soirée incroyable. Mais tout ça, ça se gère. D'accord. Alors, Paris by Night, Parisian Musical Experience, c'est ta nouvelle création. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux dernières C'est créations? un concept totalement burlesque. Que j'ai imaginé comme ça. C'est très difficile aujourd'hui de créer un album. Si tu as de la chance, tu as un titre qui passe en radio et les 11 titres qui restent passent à la trappe. Donc ce que j'ai aimé sur ce projet, c'était de travailler un petit peu comme je le faisais sur Africanisme au début des années 2000, partir sans pression, sans avoir un objectif commercial, juste orienté sur le DJ et sur des sonorités nouvelles. Je passe de Ima Sumac, qui est une artiste péruvienne, une chanteuse complètement barrée, mambo, alors totalement remixée bien sûr, à Jessie Garonne, qui avait fait un morceau rockabilly à l'époque, mais j'ai totalement retransformé, à un morceau Summer Moonlight, qui est hyper inspiré musique californienne, avec des sons d'aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai pris des sonorités cabaret, burlesque, très parisiennes, avec Charlie Chaplin, que j'ai remis au goût du jour. Et j'ai fait une association avec venteprivée.com qui m'a permis de dire voilà, tu fais un album pointu comme tu le sens et ça passe et on va proposer ça à nos membres. Tu comprends mieux aujourd'hui, je ne reviens pas sur l'aventure de 1978 en Argentine, mais pourquoi tu es devenu international? C'est difficilement explicable en fait, le fait que je fais des chansons en anglais peut-être. Ce qui est fabuleux, c'est dans mon parcours, c'est que les DJ qui sont là sur cette scène aujourd'hui sont devenus des artistes. Je veux dire, Yuska, en 95, j'en parle même pas, il y avait même pas le statut DJ n'était pas reconnu sur les sociétés d'auteurs et de compositeurs. Aujourd'hui, un simple DJ peut toucher des droits. Aujourd'hui, il est son propre manager, son propre producteur. Il peut créer sa musique tout seul dans sa chambre, la distribuer, faire son propre clip, le faire partager sur ses réseaux sociaux. Tu n'as plus besoin d'une maison de disques aujourd'hui, même d'un petit label, pour pouvoir exister. Ça, c'est fabuleux. Il y a une création artistique qui est géniale. Donc ça, j'en suis assez fier parce que finalement, je ne suis pas le seul, mais je dirais quand même que je fais partie d'une certaine locomotive pour tous ces jeunes. Et puis, il y a encore 10 ans, un journaliste, alors pas toi bien sûr, mais un journaliste m'aurait dit alors Bob Sinclair, les raves, la techno, la drogue, parle-nous un peu de ton expérience. Alors qu'est-ce que tu as pris la dernière fois? Le mec qui me disait ça, je dis bon, de quoi tu veux que je te parle? Enfin tu vois, moi c'est la passion musicale. Moi j'ai toujours, c'est pour ça que je suis toujours dans le sport beaucoup, où je fais des associations, où avec Roland Garros on fait la journée des enfants. Voilà, j'essaie toujours de mélanger beaucoup le tennis avec ma musique. Qu'est-ce que ça fait d'être finalement totalement libre aujourd'hui? Ah, c'est un bonheur, c'est un privilège, hein. Parce que j'ai commencé avec un tout petit budget, petit à petit j'ai fabriqué mes disques, j'ai toujours réinvesti dans ma prod pour pouvoir produire d'autres artistes et puis faire mes propres clips. Voilà. Je suis vraiment 100% indépendant. Je me suis associé à des majors pour pouvoir avoir une distribution de plus grande envergure sur ma musique. Mais j'ai adoré toutes ces années et je pense qu'on peut revenir aujourd'hui à des modèles plus indépendants comme le circuit de distribution que je fais avec ce nouvel album. Bon, non, je suis vraiment passionné toujours. J'ai toujours un milliard de choses à te dire. Mais on produit plein de jeunes, encore plein de jeunes DJ. Eric Hagelton, Michael Calfan, qui sont deux jeunes que j'ai signés récemment. Voilà, j'essaie de trouver de nouvelles façons de les promouvoir, de créer leur image, voilà, de distribuer la musique. Merci Bob. Je parle beaucoup. Hein. Non, c'est parfait. Merci tu vois à que je toi. suis passionné. Hein. On reste dans le domaine musical avec une rencontre exceptionnelle en compagnie du harpiste Xavier Demestre. All set? Let's go. Tout a commencé par un coup de foudre. C'est encore jeune élève du conservatoire de Toulon que Xavier Demestre découvre la harpe. Mais difficile de savoir si à l'époque c'est de l'instrument ou plutôt de sa professeure dont Xavier tombe amoureux.
Il y avait un festival au Revest en plein air où les instruments étaient présentés et donc il y avait un duo flûte et harpe et c'est là que pour la première fois j'ai vu cet instrument et qui était joué en fait aussi par ma prof de solfège de l'époque et c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et là j'ai décidé que je voulais vraiment commencer l'instrument qu'elle enseignait, donc c'était un coup de foudre à la fois pour l'instrument et pour le professeur. Mon autre référence, c'est Harpo Marx, qui était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Après, c'est un univers sonore parce que je trouve qu'il y a vraiment des couleurs qu'on ne peut avoir que sur cet instrument. Alors c'est vrai que le répertoire n'est pas le plus riche, mais il y a une possibilité d'emmener les gens vraiment dans un univers très très spécial. Une vocation qui n'emballe pas plus que ça son entourage. Car si les deux maîtres comptent parmi leurs aïeux l'une de nos plumes les plus augustes, pas l'ombre d'un musicien en revanche dans l'album de famille. Ma rébellion, c'était justement de vouloir devenir harpiste, parce que dans ma famille, il n'y avait jamais eu de musicien, donc on m'a obligé à faire des études classiques, donc je suis allé à Sciences Po, à Paris, puis après à London School of Economics à Londres, mais toujours en arrière-tête, je me disais, si j'ai la possibilité, c'est la voie que je souhaiterais emprunter. Après, c'est évident qu'on doute, parce qu'il faut savoir que c'est un instrument où les débouchés sont très très rares. Si on pense aux orchestres, il y a au maximum une place par orchestre, donc en Europe, il faut compter 2, voire 3 places par an. Total pour tout, et il y a beaucoup plus de harpistes qu'on ne pense. La harpe, l'instrument de prédilection d'Apollon, le dieu du soleil, d'Orphée, le mythique musicien, ou encore de la reine Marie-Antoinette. Un instrument réputé limité dans son répertoire, un instrument de salon, peut-être un peu désuet, dont Xavier de Maistre décide de s'emparer. Ses doigts en révèlent le potentiel, le réinventent, le dynamisent, une virtuosité qui l'amène à devenir, à 24 ans seulement, le premier instrumentiste français à être admis dans l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Il en élargit le répertoire, amène la harpe en territoire inconnu en transposant l'instrument dans des œuvres majeures, celles de Mozart, d'Haydn ou de Debussy pour ne citer qu'eux. N'ayant pas suffisamment de répertoire, je suis obligé de créer mon propre répertoire, donc de susciter des commandes, d'arranger des pièces, soit écrites au départ pour le piano ou pour le violon, et de les proposer sur mon instrument. Et c'est quelque chose de très novateur et qui m'amuse beaucoup. Ce côté créatif, c'est quelque chose d'extrêmement excitant, parce que quand vous êtes pianiste ou violoniste et que vous enregistrez un disque, ça a été toutes les œuvres que vous allez faire ont déjà été gravées par les plus grands, des dizaines, voire des centaines de fois. Alors que moi, les projets que je fais, la plupart du temps, ce sont des créations, ce sont des choses novatrices, comme j'avais repris l'hiver des 4 saisons, ou bien le concerto pour piano de Mozart que j'enregistre la semaine prochaine à Salzbourg. Et c'est vrai que maintenant, j'ai une maison de disques qui me donne un peu carte blanche, parce qu'ils ont vu que le public devenait de plus en plus, il y avait de plus en plus de gens qui s'intéressaient à ce que je faisais et qui étaient devenus curieux. Et ça, c'est une grande chance. Désormais, Xavier de Maistre s'affranchit de l'orchestre. C'est le premier harpiste au monde à se produire en soliste. Déjà 3 albums sortis chez Sony, où en solo, Xavier de Maistre continue de casser les clichés pour donner à la harpe une nouvelle image entre musicalité, élégance et tempérament. On est sur les toits de Paris, mais j'entends encore les mélodies qui sortent de l'harpe de Xavier de Maistre. C'était vraiment un très très beau moment. Mais on n'a pas fini toutes les rencontres de cette émission. Je vous emmène maintenant à Rouen et à Tahiti 80. Tahiti 80, c'est le nom du groupe. Tous les membres sont originaires de la ville de Rouen, mais leur succès, ils l'ont bâti, ils l'ont construit, non pas en France, mais à l'étranger. Au Japon, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Heureusement pour nous, ils reviennent de temps en temps en France pour un concert. Nous sommes allés à leur rencontre, c'était à La Cigale. All set? Let's go. Et dire que tout ça a démarré en Normandie, sur un 4 pistes, il y a 20 ans. 20 ans que la petite troupe de Tahiti 80 égrène sa French pop à travers le monde. 20 ans, et toujours la même énergie, la même humilité et la même honnêteté. Difficile pourtant de classer leur son, et pourquoi essayer après tout ?
5 albums plus tard, ils expérimentent encore. Si l'influence de la pop des années 60 et de la soul de la Motown sont très identifiables, le résultat, lui, l'est un peu moins. On écrivait des chansons comme ça et j'ai l'impression que ça n'a pas, finalement énormément changé le rapport à la musique qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire d'essayer de créer quelque chose, d'essayer de retranscrire voilà, cette chanson pop parfaite qu'on avait dans la tête. J'ai l'impression qu'on court toujours après et il y a toujours la même excitation. Après, c'est vrai que les instruments ont changé. Maintenant, on est passé du 4 pistes où on a un studio à Rouen où on enregistre tous nos albums, on va dire un studio professionnel. Donc oui, il y a eu voilà, on va dire, on a des améliorations comme ça. Il y a eu une remise en cause continuelle avec chaque album, de se dire ça on l'a déjà fait, on a déjà exploré ce truc-là, qu'est-ce qu'on pourrait... est-ce que là, par exemple, j'ai pas fait un peu le tour de la guitare sur cet album, est-ce que je pourrais essayer de composer au piano, ou est-ce que là, ce serait le moment pour apprendre à programmer des boîtes à rythme, ce genre de choses. Donc il y a toujours eu, on va dire, une nouveauté dans chaque cycle, qui fait que finalement, voilà, on a toujours un peu la chance du débutant sur ce genre de choses. D'un album à l'autre, les accents se font plus groove, davantage destinés au dancefloor comme sur leur album Fuzzbury. Parfois plus pop-folk synthétique, un peu new wave, bref, on ne se refuse rien. Il y a quand même une recherche, voilà, d'essayer d'incorporer parfois des éléments, de métisser peut-être un peu notre pop musique. On a toujours adoré la musique dite noire, la soul, aussi le dub, la musique électronique. Donc on retrouve un peu tous ces éléments qui se diluent. On espère justement de façon assez harmonieuse. Nous, Français, en jouant avec des codes anglo-saxons, anglais, américains, voire même parfois un peu suédois, parce qu'on aimait bien aussi la musique suédoise. Résultat, en fait, en prenant un petit peu de chaque scène, on a créé un son un peu différent. Et c'est vrai qu'avec peut-être aussi la sensibilité française, sans le savoir, on participait peut-être à l'écriture comme ça d'une esthétique. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on parle de French pop, alors que je pense qu'il y a quelques années, ça faisait peut-être un peu, c'était plutôt moquerie qu'autre chose. So the next song is another new song from the latest album. It's called Easy. En 20 ans de carrière, Tahiti 80 a conquis un public international. D'ailleurs plus international que français, car allez comprendre, nos 6 pop troubadours sont boudés dans l'Hexagone, leur pays d'origine. Trop pop, pas assez rock, un peu électro. Alors leur succès s'est construit ailleurs, avant tout au Japon dès leur début, avant les États-Unis et enfin l'Europe. Peut-être on est assez insaisissable finalement, parce qu'un côté on fait un album qui va être plus soul, et après on revient avec un album rock, et on revient après avec un album un peu électro, et peut-être que ça c'est difficile de se faire finalement un peu, on est peut-être catalogué comme justement comme si finalement dans ce autre, il y a rock, pop, soul, et nous on est dans l'autre catégorie qui n'existe pas, qui n'a pas de nom. Voilà. Le fait justement que, par exemple, il y ait des degrés divers aussi, qu'aux États-Unis on a un succès mais que ça reste, on va dire, indépendant. Par contre, au Japon, que ce soit un peu plus gros, que ce soit plus mainstream, par exemple, c'est vrai que ça permet aussi et en France où on a des fans, mais ça reste un peu, je sais pas, marginal entre les deux, quoi. Donc ça permet un peu de relativiser. Disons-le franchement, les Français ne savent pas ce qu'ils ratent. Mais le groupe n'en tire aucune amertume, la créativité est toujours là. Surtout qu'ils ont désormais leur propre label, personne ne viendra plus les brimer. Tahiti 80 peut désormais penser aux 20 prochaines années, très sereinement. C'est fou, parce que j'y ai pensé il y a quelques jours, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Et je repensais justement à ces enregistrements qu'on avait fait à l'époque. Peut-être que ce serait, parce qu'il y a des chansons qui ne sont pas sorties, ça aurait été assez rigolo finalement soit de les ressortir, soit peut-être aussi de les finir une bonne fois pour toutes, et de sortir ce petit truc et de l'offrir aux gens, peut-être. Ce serait bien.
C'est désormais votre instant Politicard. Politicard, c'est simple, une femme, un homme politique face à une œuvre d'art. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'Esther Benbassa, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, qui a choisi comme œuvre d'art l'exposition Chagall. Cette peinture au-dessus de Vitebsk, il a été peint entre 1915 et 1920 et c'est l'époque de son retour de France. D'ailleurs, on voit très bien l'influence cubiste dans cette peinture et puis l'homme qui est là, le personnage qui est dans les airs. C'est le fameux Luftmensch, l'homme des airs, AIRS, n'est-ce pas, qui est pauvre, qui n'a pas un métier sûr, qui vit au jour le jour. C'est le colporteur qui va de village en village. Vous voyez, il a un baluchon, il vend de la marchandise, des vêtements, des objets pour la cuisine, etc. Et il revient le vendredi dans son village pour être avec sa famille et faire les prières juives, aller à la synagogue avec ses amis. Et là, vous avez ce personnage qui est aussi l'exilé. L'homme des airs, c'est aussi l'homme qui n'a pas d'attache, qui n'a pas de racines. C'est un peu Chagall lui-même qui est revenu de France, qui ne sait pas choisir encore. Il est exilé en Russie, dans son propre village, exilé de France, où il a connu des peintres, où il a fréquenté les milieux artistiques, où il se laisse influencer pour sa peinture. Alors là, c'est aussi toute cette vie un peu enfermée. C'est la neige, c'est un climat rude. Vous voyez, les arbres sont enneigés, tout est enneigé et il y a quand même ce côté rieur de Chagall. Ben oui, c'est l'artiste, c'est la poésie de Chagall et c'est une très belle exposition et j'espère que nombreux seront ceux qui viendront goûter au plaisir de la poésie, de la peinture poétique. C'est la fin de votre émission Culture T, une émission sans frontières consacrée à ces artistes français connus et reconnus dans le monde entier. C'est évidemment une première étape. Je vous proposerai d'autres émissions de ce type pour vous présenter ces artistes qui brillent dans le monde entier, au-delà de nos frontières et qui en même temps font un peu briller la France, la culture française, comme cet hôtel, le Bristol, connu et apprécié lui aussi dans le monde entier. Je tiens à remercier toutes ces équipes de nous avoir accueillis ici, de nous avoir permis de tourner l'émission dans des lieux rares et exceptionnels. Juste avant de nous quitter, un petit peu de lecture pour vous présenter des ouvrages qui, pour moi, représentent un petit peu le côté hétéroclite de votre émission, tous ces artistes que j'aime vous proposer à chaque numéro de Culture T. Pour commencer, la véritable histoire de Spirou, édition Dupuis, c'est évidemment l'histoire du groom le plus célèbre de la bande dessinée. Je ne sais pas s'il est à l'entrée du Bristol, en tout cas on le retrouve dans cet ouvrage. Voilà toute son histoire, sa naissance et son succès toujours d'actualité aujourd'hui. Street Art aux éditions Place des Victoires, très bel ouvrage qui nous montre une nouvelle fois, s'il fallait le démontrer, que les graffeurs en France et à l'étranger sont des artistes à part entière. 1001 couvertures Paris Match aux éditions Glénat, c'est tout simplement les plus belles couvertures depuis 1949. Redécouvrir ce magazine à travers ses stars, ses reportages. 1001 couvertures, c'est l'occasion de redécouvrir ce qu'est Paris Match aussi dans l'histoire des Français. Tatouage coloré, vous avez découvert le travail de Tintin au début de l'émission, ce tatoueur français connu en France mais aussi à l'étranger. Vous allez découvrir des tatouages très divers, couleurs, noir et blanc et surtout des designs assez incroyables. Enfin, Don Quichotte aux éditions Diane de Cellier, c'est l'occasion de redécouvrir ce grand classique de la littérature illustré par l'un des peintres les plus reconnus mondialement aujourd'hui, Gérard Garouste. Merci de nous avoir suivis. Toutes les infos évidemment, c'est sur mon profil Facebook. Tous les jeudis matins, ma chronique Coup de cœur BD dans le quotidien Métro. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures. En Chine, les ouvriers sortent de l'ombre.
Dans les ateliers, ils se mobilisent pour la reconnaissance